troisième présentation du professeur Amel Triki qui va nous parler de la conduite à tenir pour les RPM après 34 semaines. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'assistance. Donc, chers collègues, chers résidents, chers amis. Donc, je suis aujourd'hui sollicitée pour vous parler de la rupture prématurée des membranes au-delà de 34 semaines d'aménorrhée. Donc, il y aura des redites sûrement. Donc, comme introduction, donc, ça a été déjà dit. Donc, la rupture, c'est avant le début de travail. Donc, il expose à la prématurité à l'infection. Notre conduite dépend de l'âge de la grossesse et de l'existence d'une infection qu'on redoute et qui a été bien détaillée par nos collègues donc, algériens. Deux alternatives de prise en charge en cas d'RPM peuvent être discutées donc, avant terme, donc, soit en l'absence de critères imposant une naissance rapide, donc, soit une attitude interventionniste, donc, évacuer la grossesse, ou bien d'accoucher la femme, ou bien la deuxième attitude, c'est une attitude expectative pour arriver jusqu'à terme. Donc, ces deux attitudes se discutent et on va voir ça ultérieurement. Du fait des variations donc, des définitions, on n'a pas de chiffres précis de l'RPM. Donc, Selenkoff, ça varie à 4,5% des accouchements. 70% après 37 semaines, heureusement pour les femmes et pour les nouveau-nés. Et dans 20% des cas, c'est entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Le risque infectieux est supérieur à la prématurité dans ce cas-là, donc contrairement à un âge plus précoce. Dans 10% des cas, avant 34 semaines, le risque de prématurité et d'infection, donc le risque infectieux est directement corrélé à l'importance de la prématurité, de l'âge de grossesse. Le diagnostic positif est évident dans 80% des cas. Donc, c'est l'écoulement clair abondant, donc on ne va pas voir la définition. Mais le plus important, ce n'est pas de définir, c'est de poser un diagnostic précis. Parce que dans 20% des cas, à peu près, nous avons un doute. Donc, on ne travaille pas sur un doute. On doit être sûr avant d'entamer la panoplie de surveillance et de décisions très importantes pour la femme et pour le nouveau-né. Donc, la conduite à tenir au-delà de 34 semaines, donc comment on va, une fois le diagnostic posé, on va entamer une surveillance. On doit hospitaliser la femme. Je ne sais pas si Dalenda, docteur professeur Chili, a parlé de lâcher la femme avant 24 semaines alors qu'on va décider d'évacuer la grossesse. Moi, je l'aurais lâché dans un âge plus avancé. Peut-être il y a moins de risques, peut-être moins de médicalisation, peut-être. Je ne sais pas, c'est à discuter après. Donc, le bilan maternel s'impose. Donc, on va parler pas d'RPM, mais d'une femme qui présente une rupture des poches des os avant terme. Il faut apprendre aux résidents de ne pas parler de diagnostic de pathologie. C'est une femme qui présente une RPM avant terme. Donc, le plus important, c'est la femme et le fœtus in utero. Donc, la femme, on va l'admettre, on va rechercher les signes de chorio. C'est le plus important, les signes de chorio, parce que ça va imposer l'arrêt de cette grossesse, quel que soit le terme. D'accord ? Donc, on va rechercher, donc on a éliminé la chorio, donc on va reprendre l'interrogatoire et voir le terrain aussi. Le terrain est important. Un diabète mal équilibré n'est pas favorable pour garder une... donc ça, c'est un problème. Mal équilibré, une diabétique, un diabète ancien. Une valvulopathie, une prothèse valvulaire. Donc aussi, il y a beaucoup de... Le terme de la grossesse, l'examen physique. On va voir ça plus tard. Donc, le bilan maternel, le bilan fœtal aussi est très important. Et là, on va voir qu'après le diagnostic, la confirmation, donc on va hospitaliser la femme. Et là, l'examen général, ça a été dit, bien étudié et bien exposé par Dr Cheli. Donc, la surveillance maternelle, la précision du terme est très importante aussi.
Ce n'est pas uniquement le diagnostic positif, c'est le terme. Parfois, la femme, elle vient sans DDR précise, sans écho de datation. Donc, on se s'acharne pour garder la grossesse et enfin, il s'avère qu'elle était à terme et elle ne savait pas. Donc, c'est très important pour nous de préciser le terme. Donc, deux choses à préciser. Le diagnostic positif, le terme de la grossesse et éliminer une chorioamniotite. Ça, c'est très important. Et après, donc, on va entamer une surveillance régulière, quotidienne, et on va aussi voir le nouveau-né. Donc après, donc, nous avons le bilan fœtal, donc les RCF. Les RCF sont importants parce qu'une tachycardie fœtale, ça peut être aussi un signe de souffrance et d'hyperthermie fœtale aussi, qui reflète la fièvre maternelle. Donc c'est un signe d'appel. L'échographie, ce n'est pas pour étudier uniquement la quantité et ne sert pas au diagnostic, mais plutôt sert à surveiller la quantité, à voir la présentation, l'insertion placentaire et le score biophysique de Manick peut être très utile pour évaluer le bien-être de ce fœtus qui a une poche donc, dont les membranes sont rompues et qui vit à l'hôpital. La conduite à tenir donc plusieurs attitudes. Donc on va voir. Donc je me suis basée sur un premier thème qui est l'expectative versus l'accouchement. Est-ce qu'on va attendre ou on va accoucher? L'utilisation de l'antibiothérapie pendant cette période au-delà de 34 semaines. La corticothérapie, est-ce qu'elle est indiquée ou pas? Est-ce qu'on va tocoliser ou pas si la femme présente des contractions utérines à ce terme-là? Et si la grossesse est cerclée, est-ce qu'il faut enlever le cerclage ou pas? Donc, je me suis basée sur les recommandations des différentes sociétés, notamment les sociétés britanniques, donc le collège British College, donc Royal, le collège américain et le CNGOF. Donc, on va voir le premier thème, l'expectative versus l'interventionnisme. Donc, selon la CNGOF, donc, au total, après 34 semaines d'aménorrhée, l'attitude expectative en cas d'RPM n'est pas associée à une augmentation du risque de sepsis néonatale. C'est un niveau 1 de preuve. Donc, si on garde la grossesse, il n'y a pas un risque très important de sepsis néonatale. Mais on a plus d'infections intra-utérines. Donc, pour la mère, elle peut faire une infection sans atteinte néonatale du nouveau-né. L'attitude interventionniste est associée, par contre, à l'augmentation du taux de détresse respiratoire chez le nouveau-né, qui ne peut ne pas être mature, de césarienne, d'augmentation de taux de césarienne. Donc, à 34 semaines, on peut être amené à déclencher et peut-être à pratiquer plus de césarienne, et de durée d'hospitalisation de ces nouveau-nés en néonatologie. Avant 37 semaines, il est recommandé d'avoir une attitude donc, expectative en cas d'RPM non compliqué. C'est un grade A. Donc vous voyez que si l'RPM est confirmé et que la femme elle est entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée, on peut attendre jusqu'à 37 semaines pour évacuer la grossesse en l'absence de complications maternelles ou fœtales de sepsis. Donc l'expectative aussi, donc, le collège Royal Collège britannique, eux aussi, ils préconisent au-delà de 24 semaines, ils n'ont pas subdiviser les termes. Donc, c'est à partir de 24 semaines, ils ont mis jusqu'à 37 semaines, ils préconisent une attitude expectative et pas de déclenchement, sauf contre-indication, c'est-à-dire sauf apparition de complications. L'accouchement l'accouchement doit être discuté avec la patiente, chose très importante pour eux. Donc, la femme doit donner son avis, doit être consciente des complications, des risques et de l'évaluation clinique. Donc, s'il y a des conditions locales d'évacuation, donc un bon bishop, on peut aller au déclenchement. Donc, ce sont des recommandations de grade A. Donc, vous voyez, pour les deux, c'est l'expectative. Donc, le collège américain aussi, il a subdivisé cette période de 34 à 36 semaines, 6 jours,
et les grossesses au-delà de 37 semaines d'aménorrhée. Donc pour les grossesses au-delà de 37 semaines d'aménorrhée, pour eux, on utilise l'antibioprophylaxie que si on a isolé un strepto B ou un germe, et on va adapter l'antibiothérapie en fonction de germe. Donc l'expectative au-delà de 37 semaines, donc l'antibiothérapie n'est pas obligatoire. Et l'expectative, on l'a fait pour quelques heures, donc maximum 24 heures, pour voir, parce que 70% à 80% des femmes se déclenchent spontanément. Donc on attend s'il n'y a pas de signe d'infection, bien sûr. Et s'il n'y a pas de contre-indication obstétricale, on va déclencher l'accouchement à partir de 37 semaines. Donc pour les grossesses plus jeunes, donc entre 34 semaines d'aménorrhée et 36 semaines 6 jours, il faut faire une balance. Donc toujours une balance. Il faut toujours tenter l'expectative, mais il ne faut jamais dépasser les 37 semaines d'aménorrhée. Et c'est cas par cas. Balance entre bénéfices et risques. Le choix de la patiente intervient aussi. Et l'antibioprophylaxie n'est recommandée que pour le strepto, donc B si on l'isole au prélèvement. Donc une étude randomisée a été faite en Amérique. Elle a concerné 1839 femmes avec RPM entre 34 semaines et 36 semaines 6 jours. Et là, donc on voit les résultats de cette étude. Pas de différence significative sur le risque infectieux du nouveau-né et la morbidité néonatale en cas d'expectative. Et si on est interventionniste, plutôt on va augmenter le nombre de détresse respiratoire néonatale, on va augmenter le risque de ventilation mécanique chez le nouveau-né et un séjour plus lent en soins intensifs néonatologiques. Donc, et si on maintient cette grossesse jusqu'à 37 semaines, on va aussi augmenter le risque infectieux et hémorragique chez la femme du côté maternel. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours une balance. Mais en adoptant une attitude expectative, nous allons diminuer le risque d'accouchement par césarienne. Et c'est un risque d'accoucher par un césarienne, c'est même une violence parfois si on veut, pour la femme. Les moyens de déclenchement, une fois qu'on a décidé d'arrêter cette grossesse, soit qu'on est arrivé à 37 semaines ou avant parce qu'il y a une complication. Donc, le déclenchement, tout le monde sont pour l'utilisation de prostaglandine et d'ocytocine qui ont la même efficacité pour l'induction du travail. Les moyens mécaniques, donc actuellement, on ne dispose pas d'études randomisées suffisantes pour pouvoir conclure. Donc, selon le CNGOF, donc, aussi l'utilisation d'ocytocine et de prostaglandine sont deux options envisageables pour déclencher le travail. C'est un accord professionnel. La césarienne n'est indiquée que pour cause obstétricale, mais jamais pour RPM, donc pour rupture. Donc, on passe au deuxième thème, c'est la place de l'antibioprophylaxie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, l'antibioprophylaxie, oui, la durée ne doit pas dépasser 7 jours. Jamais d'augmentant d'aminosides, de céphalosporine première génération, deuxième génération, flagile ou clindamycine. L'antibiothérapie est fonction de l'antibiogramme si on a isolé un germe au prélèvement vaginal. Le collège, donc Royal College britannique, donc pour eux, l'antibiothérapie, c'est plutôt l'érythromycine. Si elle est mal tolérée, on passe à la famille des pénicillines. On doit arrêter après 10 jours maximum ou si la femme est entrée en travail. Donc c'est une antibioprophylaxie et si la femme démarre son travail, donc elle va accoucher, on l'arrête. C'est une recommandation de grade A et pas d'amoxicilline, acide clavulanique. Donc le collège américain aussi, à terme, l'antibioprophylaxie, donc au-delà de 37 semaines, pas d'antibioprophylaxie, sauf si présence de strepto B au prélèvement.
Et en préterme, oui, on peut l'utiliser. Donc, place de la corticothérapie. Donc, la corticothérapie, avant 34 semaines, ça a été déjà débattu, mais au-delà de 34 semaines, il n'y a plus de place à la corticothérapie, sachant que l'RPM est un stress pour le fœtus et ça déclenche, comme ça a été bien dit, la sécrétion de cortisol chez le fœtus et ça augmente la maturité fœtale pulmonaire sans avoir recours au traitement. Donc, selon le collège, donc Royal College britannique, donc la corticothérapie, entre 34 semaines et 35 semaines, 6 jours, à considérer au cas par cas, et c'est une recommandation de grade A. Donc, si on maintient la grossesse, c'est que la grossesse a un certain... c'est chez une femme qui n'a pas jamais eu d'enfant et qui va commencer à avoir quelques contractions, qu'on a éliminé peut-être toute infection, on peut recommander la corticothérapie sous couverture d'une tocolyse pendant 48 heures, juste pour avoir juste avant l'accouchement. L'American College, donc qu'est-ce qu'il en pense? Donc entre 34 semaines d'aménorrhée et 36 jours, une dose unique si la corticothérapie n'a été jamais utilisée chez la maman auparavant pour l'RPM ou pour une autre cause. Donc, les Français, en préterme, oui ou non, c'est cas par cas. Et si elle est prescrite, on ne dépasse pas, donc on va passer à la tocolyse les 48 heures. Et généralement, on utilise les 48 heures pour donner une cure d'Odexa chez les enfants qui se rapprochent plus de 32 semaines que de 34 semaines. Donc, de 34 à 36, non. Normalement, on n'utilise pas de corticoïdes ni de tocolyse. Donc la tocolyse aussi pour le collège américain, donc entre 34 semaines et 36 semaines, pas de tocolyse. Donc pratiquement tout le monde, toutes les sociétés savantes sont d'accord pour ne pas tocolyser au-delà de 34 semaines. Donc aussi les Britanniques, le cerclage devant une grossesse qui a été cerclée pour une raison quelconque, donc il y a eu des recommandations. Donc, le cerclage chez une femme il n'y a pas d'argument suffisant pour recommander le retrait ou le maintien à l'admission à corps professionnel. Mais si on a des signes évocateurs d'infection, donc intra-utérine, il est obligatoire de l'enlever. Donc c'est oui ou non. Et si l'infection est suspectée ou confirmée, il faut immédiatement l'enlever. Ou bien si la femme se met en route et elle entame en début de travail, son travail, donc il faut décercler la femme. Donc, la conduite à tenir devant une RPM à 35 semaines. Donc, pour résumer, l'expectative versus l'accouchement, cas par cas. Donc, si infection, c'est l'accouchement. Et on préfère l'expectative jusqu'à 37 semaines. L'antibiothérapie n'est pas systématique que s'il y a un strepto B isolé, mais on va voir après les recommandations selon les conditions locales de notre... Parce que nous, on ne dispose pas toujours d'un prélèvement et donc on va l'adapter à notre pays. L'antibiothérapie n'est pas systématique, sauf si on a isolé le strepto B. La corticothérapie, non. La tocolyse, non aussi. Donc, pour résumer, il faut une expectative, éliminer l'infection et une antibiothérapie si l'idéal d'avoir un prélèvement vaginal, endocervical. Le décerclage si infection ou entrée spontanée en travail. En conclusion, l'immaturité pulmonaire et la prématurité en général sont plus fréquentes et plus graves que l'infection en cas de rupture prématurée des membranes. Une expectative de 34 à 37 semaines d'aménorrhée est justifiable. Il faut détecter une infection à temps. La corticothérapie et la tocolyse ne sont pas nécessaires et l'antibioprophylaxie ne doit pas dépasser les 7-10 jours, visant surtout le strepto B. Et je vous remercie pour votre attention.